et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé dont voici le sommaire. Le Sénégal et la Mauritanie font face à une catastrophe naturelle sans précédent due au débordement du fleuve Sénégal. Les réactions des deux États sont totalement aux antipodes. Du côté sénégalais, les premières données officielles sur l'ampleur des dégâts viennent d'être rendues publiques. La coordination des jeunes doctorants a organisé une manifestation devant le ministère pour décrier la décision de les exclure de l'octroi des doctorats et ont appelé le ministère à leur rendre justice et à leur restituer les sièges qui leur ont été accordés. La deuxième édition du Festival international du film de Nouakchott débutera ce 22 octobre et se poursuivra jusqu'au 26 octobre. Cette édition du festival accueille le cinéma palestinien comme invité d'honneur et le nombre de films programmés est de 22 dont les longs métrages, des courts métrages et des films pour les ateliers de formation. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour partager avec vous cette première édition d'information de la semaine qui débute. Hier dimanche à Nouakchott, il a été lancé au concours pour recruter 800 prestataires de services éducatifs, dont 500 enseignants polyvalents et 300 enseignants de langue arabe. Cette initiative vise à renforcer le corps enseignant dans l'école républicaine selon le ministère de l'Éducation. Ce concours vise à recruter 800 prestataires, dont 500 enseignants de la filière bilingue et 300 enseignants de la filière arabe, ainsi que de renforcer le processus en cours de l'école républicaine avec des ressources humaines qualifiées. Les prestataires de services éducatifs et les enseignants seront affectés dans les régions et communes vers lesquelles ils seront orientés afin de minimiser les problèmes récurrents de transfert. Lors d'une visite dans plusieurs centres de concours, Yacoub Ouloumoine, ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique par intérim, a affirmé que l'école républicaine est un choix irréversible. Il a ajouté que les plus hautes autorités du pays ont ordonné la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés, notamment le recrutement d'enseignants et la fourniture d'équipements didactiques et structurels, et un objectif que le gouvernement s'efforce d'atteindre avec détermination. Mais pendant ce temps, la coordination des jeunes doctorants a organisé une manifestation devant le ministère pour décrier la décision de les exclure de l'octroi des doctorats. Le porte-parole de la coordination a appelé le ministère à leur rendre justice et à leur restituer les sièges qui leur ont été accordés, soulignant qu'ils ont mené des négociations avec le ministre mais qu'elles n'ont pas abouti à un accord mettant fin à ce qu'ils ont qualifié de décision injuste. Les manifestants doctorants ont confirmé qu'ils sont les premiers à recevoir des bourses à l'extérieur du pays car elles sont limitées chez eux par rapport aux diplômes de master largement disponibles dans tous les établissements d'enseignement supérieur du pays. Selon Yacoub Lemrabout, chef du mouvement Kevana, que pour la circonstance au sit-in, l'interdiction de poursuivre leurs études universitaires dans les pays du Maghreb où les bourses étaient limitées au seul candidat à un diplôme de master ne justifie pas cette mesure prise à l'encontre des doctorants et rentre en contradiction avec le souci affiché du ministre de vouloir restaurer l'enseignement supérieur et insuffler un sang neuf dans les programmes d'académie de recherche scientifique. Pour le Mrabout, soit c'est un leurre, soit le ministre Ouloumoine ne sait pas tout simplement de quoi il s'agit. D'autre part, et toujours dans le sphère académique, c'est dans une lettre adressée cette fois au président mauritanien Mohamed Cheikh El-Ghazouani qu'une association regroupant 5 syndicats de l'enseignement privé a soulevé d'importantes préoccupations concernant la loi d'orientation du système éducatif en Mauritanie. Les syndicats ont réclamé l'égalité devant cette loi. Cette missive met en lumière les dysfonctionnements actuels dans l'éducation publique, critiquant le manque d'équité et l'impact négatif sur les familles et les élèves. Ces organisations espèrent qu'une prise de conscience de la part des autorités permettra d'améliorer la qualité du système éducatif mauritanien tout en apportant une solution durable à la surcharge des établissements publics et à l'inégalité devant la loi d'orientation. Suivez plutôt à travers ce document illustré l'esprit de cette missive.
Dans leur lettre, les syndicats déplorent que le projet de l'école républicaine, initialement conçu comme une réforme bénéfique, se soit transformé d'une bénédiction en malédiction. Ils soulignent l'augmentation des charges financières pour les parents, dont les enfants sont confrontés à des classes surchargées, parfois avec près de 100 élèves par classe. Cette surpopulation limite l'efficacité de l'apprentissage. L'association a également noté que de nombreux Mauritaniens cherchent à échapper aux contraintes de la loi d'orientation. Certains choisissent d'envoyer leurs enfants à l'étranger pour leurs études, tandis que d'autres tentent de contourner de cette loi en recourant à ce que les syndicats qualifient de prétexte circonstancié. Ces tentatives d'évitement reflètent un mécontentement croissant à l'égard de ces réformes jugées inadéquates. Les syndicats dénoncent également un manque de transparence et de clarté dans la gestion des ressources humaines et matérielles de l'éducation nationale. Ils pointent du doigt l'absence de planification rationnelle qui conduit à une saturation des établissements publics, avec l'afflux massif d'élèves dans les écoles publiques et l'absence d'un partenaire privé. Le système éducatif se retrouve engorgé, créant ainsi des conditions d'apprentissage sous-optimales. Le message des syndicats est clair. Il est impératif de revoir la loi d'orientation. Il estime qu'il est injuste que seuls certains segments de la société soient impactés par cette loi et appelle à une révision équitable pour que tous les Mauritaniens soient soumis aux mêmes règles. Le Sénégal et la Mauritanie font face à une catastrophe naturelle sans précédent due au débordement du fleuve Sénégal. Les réactions des deux États sont totalement aux antipodes. Du côté sénégalais, les premières données officielles sur l'ampleur des dégâts viennent d'être rendues publiques. Quelques 55 000 personnes dans 51 villages et 44 autres sites agricoles notamment ont été jusqu'à vendredi touchés par des inondations provoquées par le débordement du fleuve Sénégal à la suite de fortes pluies, a-t-on indiqué de sources officielles. En Mauritanie, bien que les médias ne rapportent pas d'informations détaillées sur la réponse des autorités mauritaniennes, la situation semble tout aussi préoccupante du côté mauritanien car les inondations causées par les fortes crues affectent inévitablement les populations riveraines mauritaniennes. Selon les premières estimations, plusieurs villages mauritaniens bordant le fleuve auraient été touchés par ces inondations d'ampleur inhabituelle. Cependant, les détails précis sur l'étendue des dégâts, le nombre de personnes affectées et les mesures d'urgence mises en place par le gouvernement mauritanien ne sont pas encore disponibles. Probablement, les prochains jours apporteront sans doute plus de clarté sur la situation en Mauritanie et les actions entreprises par les autorités pour faire face à cette crue exceptionnelle du fleuve Sénégal. Mais pendant ce temps, la télévision nationale, à travers certains acteurs de la région engagés dans cette résilience, relativise et rassure, comme l'illustrent les propos de Mme Saoudatou Li, membre du conseil régional du Gorgol et présidente de la commission des affaires sociales. Et aussi, ils ont amené des appuis, donc des intrants, des kits alimentaires, le riz, il y avait donc de l'huile, du sucre. Mais aussi, ils ont montré vraiment que l'État est avec les gens. Donc, ils ont fait déplacer à Makama 200 familles. Ils les ont appuyés. Donc, comme j'ai dit, en kit. Et aussi, il y avait des khaïmés, donc des tentes, des bâches. Il y avait aussi donc un point de santé et aussi il y avait la disponibilité de l'eau, donc de l'eau potable. Et pour ce qui est donc de Tokomadi, il y a 50 familles qui sont déplacées et qui sont aussi appuyées. Et donc Toufndessivé aussi la même chose. Il y a eu aujourd'hui le Wali du Gorgol, Mohamed Naoul Sidiba, qui était là-bas, mais qui était vraiment avec les populations sinistrées, qui étaient aussi très contents de ce geste-là. Le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, M. Vadr Sidat Oul Ahmed Louli, et le ministre de l'Équipement et du Transport, M. Ali Oul Veirik, ont effectué samedi une visite d'inspection de certaines installations relevant de leurs départements respectifs dans la wilaya du Trarza. La délégation ministérielle a visité un point de déchargement au kilomètre 93 de la route Nouakchott-Rosso et une unité de surveillance maritime de la garde-côte dans l'arrondissement de Tigint, dans la Moukata'a de Midderdra. La délégation a également visité les axes routiers
en cours de construction dans la wilaya du Trarza, la route Kermessin, port de Ndiago et la route agricole Inimish, canal d'Aftot. La dernière étape de la visite a été le port de Ndiago où la délégation ministérielle a visité les différentes sections de l'installation portuaire et a écouté des explications sur ses rôles et les défis à relever. À la fin de la visite, le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires a souligné, entre autres, que l'un des objectifs était d'identifier les problèmes qui empêchent encore le fonctionnement du port de Ndiago. Le port multifonctionnel de Ndiago comprend un atelier de réparation navale et rend de grands services dans la région, soulignant que le département recherche à activer dès que possible cette importante infrastructure. Pour sa part, le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre du suivi des projets et chantiers afin de s'assurer de la qualité, la perfection et la rapidité de réalisation, notant que la route reliant Inimish au projet du canal de l'Aftot vise à désenclaver les zones agricoles du pays. Il a ajouté que l'achèvement de cet axe routier était une demande urgente des habitants de la région et que les travaux ont atteint des stades avancés, tandis que l'axe Kermessin, port de Ndiago, dont les travaux ont été interrompus en raison des pluies, reprendra après une semaine et sera achevé au début de l'année prochaine. La campagne nationale pour la protection des pâturages naturels et l'ouverture de lignes de pare-feu pour la saison 2024-2025 a été lancée dimanche depuis le village de Charat, municipalité de l'Iqsaïbe 2, dans la région du Trarza. Cette campagne de 6 mois vise à construire 1800 lignes et à entretenir 5760 anciennes lignes dans les régions agro-pastoraux des Haud, Asaba, Brakna, Trarza, Gorgol, Guidimara et Tegant. Elle vise également à prévenir les incendies afin de préserver les vies humaines et les biens matériels grâce à une forte mobilisation et à l'implication des acteurs locaux dans les activités de prévention et de lutte contre les incendies par la construction et l'entretien de lignes de protection contre les feux de brousse par des méthodes mécaniques et manuelles. La campagne coûtera plus de 70 millions de nouvelles ouguiyas sur le compte du budget de l'État. Nouria Boukalib nous donne plus de précisions dans sa documentation sur le sujet. La Mauritanie a enregistré cette année des précipitations importantes qui ont permis la production d'environ 15 500 000 hectares de pâturage sur l'ensemble du territoire national. Cette richesse naturelle estimée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, à plus de 38 milliards de nouvelles ouguiyas d'unités de bétail, constitue le pilier le plus important de l'économie nationale puisque l'élevage représente en moyenne environ 8% du produit intérieur brut PIB selon les données officielles. Les pâturages naturels représentent un stock important de masse vivante qui peut couvrir les besoins importants d'alimentation du bétail pendant la période de sécheresse, réduisant ainsi le besoin d'importation qui coûte à l'État des sommes exorbitantes. Cette richesse renouvelable est confrontée à de nombreux défis, dont notamment l'exposition continue des pâturages et de la végétation aux feux de brousse qui détruisent chaque année environ 200 000 hectares de pâturage dans les régions pastorales en fonction de la densité des pâturages et entraînent des pertes économiques d'environ 5 milliards de nouvelles ouguiyas ou l'équivalent sous forme de fourrage en plus des pertes humaines qui peuvent être élevées. Officiant le lancement de la campagne, Mme Souda Mtbahamboul Mohamed Darwaf a précisé que la réalisation de ces objectifs passe par une campagne intensive de sensibilisation et d'éducation des éleveurs et de la population locale, la mise en place d'un réseau de lignes de protection contre les feux de brousse, l'entretien de l'ancien réseau de lignes réalisé lors des campagnes précédentes et une intervention rapide et efficace pour éteindre les feux de brousse. L'année dernière, 250 feux de brousse ont été enregistrés, dont 99 n'ont pas dépassé 100 hectares. Au niveau de l'État du Trarza, 110 comités villageois de lutte contre les feux de brousse et de vigilance ont été constitués. La deuxième édition du Festival international du film de Nouakchott débutera le 22 octobre et se poursuivra jusqu'au 26 octobre. Cette édition du festival accueille le cinéma palestinien comme invité d'honneur et le nombre de films programmés
et de 22 dont des longs métrages, des courts métrages et des films pour les ateliers de formation. Le directeur du Festival international du film de Nouakchott, Mohamed Mustafa Oul-Elben, a déclaré au cours d'une assise de presse que le festival a été accrédité dans la liste de la Fédération internationale des festivals du film arabe. Durant cette même conférence de presse tenue en prélude à ce festival, les promoteurs n'ont pas manqué de souligner la nécessité d'un fonds de soutien à la production cinématographique, à la culture et aux projets de production dans le pays, ainsi que la création d'espaces spéciaux pour les cinéphiles en mettant en place des salles de cinéma professionnelles. Cette deuxième édition comprend en outre une compétition spéciale pour les créateurs de contenu. Le festival se veut le noyau de l'Institut des arts cinématographiques en Mauritanie. On écoute à ce propos M. Cheikh Haïdara, chargé de communication du programme. La grande innovation cette année, c'est le marché des producteurs qui va permettre en tout cas une mise en relation entre les cinéastes et les entreprises de production. Ça va donc permettre aux jeunes qui ont des projets de cinéma d'entrer en contact directement avec les entreprises de production. À rappeler que cette année, la seconde édition du festival est placée sous l'honneur de la Palestine, c'est-à-dire que la Palestine est l'invité d'honneur de ce festival. Et par rapport à cela, beaucoup d'informations ont été également données, dans la mesure où, en tout cas, comme vous le savez, la Palestine vit actuellement une crise sécuritaire, ou en tout cas une guerre terrible, et il y a eu une coalition de quelques pays qui se sont organisés pour porter le cinéma palestinien, et 22 films ont été donc réalisés depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza, et ces films seront projetés certains de ces films seront projetés au cours de cette édition. Cette lucarne sur le 7e art constitue la dernière page de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du sommaire qui l'a composé. Le Sénégal et la Mauritanie font face à une catastrophe naturelle sans précédent due au débordement du fleuve Sénégal. Les réactions des deux États sont totalement aux antipodes. Du côté sénégalais, les premières données officielles sur l'ampleur des dégâts viennent d'être rendues publiques. La coordination des jeunes doctorants a organisé une manifestation devant le ministère pour décrier la décision de les exclure de l'octroi des doctorats et ont appelé le ministère à leur rendre justice et à leur restituer les sièges qui leur ont été accordés. La deuxième édition du Festival international du film de Nouakchott débutera ce 22 octobre et se poursuivra jusqu'au 26 octobre. Cette édition du festival accueille le cinéma palestinien comme invité d'honneur et le nombre de films programmés est de 22, dont des longs métrages, des courts métrages et des films pour les ateliers de formation. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à minuit ce soir ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bon début de semaine. Demain, vous avez rendez-vous avec Sellam Abdelhamid pour une nouvelle édition. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain avec le même plaisir.